Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Nous allons commencer la session de ce soir, hein. Malgré que c'est fin de semaine et bientôt le week-end, on est tous motivés pour discuter aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de l'actuariat. En particulier d'essayer de voir comment on peut concilier la performance prédictive et les exigences d'interprétabilité. Donc aujourd'hui, on a avec nous trois intervenants de très grand calibre, hein. Merci déjà à eux d'être présents pour animer cette soirée. Donc on a Amina Zegal de Tunisie, Marie-Pierre Côté du Canada, Christophe Dutang de France. Je les présenterai un petit peu plus en détail d'ici quelques minutes. Et donc moi, je m'appelle Xavier Maréchal, je viens de Belgique et je serai le modérateur aujourd'hui. Donc peut-être avant de laisser la place et la parole en particulier aux intervenants, je voulais faire rapidement une petite introduction et insister sur deux, trois choses qui me semblent assez utiles en tant qu'actuaire. La première chose, c'est que, et ça vous le savez probablement tous, hein, l'IA, le machine learning, etc., c'est omniprésent dans les compagnies d'assurance, hein, depuis quelques années. Et c'est important, en tout cas pour les sujets qui les concernent, que les actuaires gardent un rôle clé dans ces développements. Donc à la fois être capable de comprendre hein, ces évolutions techniques et technologiques, de pouvoir les implémenter, enfin au moins jusqu'à un certain niveau, et de pouvoir évidemment décider sur base des résultats de ces modèles. Et pour ça, on a beaucoup d'outils hein, qui peuvent nous aider, hein. C'est facile de calibrer des modèles de machine learning en R, en Python, avec quelques lignes de code, mais après pouvoir les utiliser avec discernement, comprendre l'impact des différents paramètres de ces modèles, pouvoir interpréter les résultats, ça c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Donc l'objectif de ce soir, bah, c'est de pouvoir discuter hein, avec nos différents intervenants de la manière dont les actuaires peuvent tirer parti de ces évolutions, tout en gardant évidemment le contrôle sur les résultats qu'ils produisent. Et donc, quelque chose qui est en particulier important, selon moi, c'est de se dire que ben, améliorer la prédiction, c'est bien, hein. Donc, c'est ce que les modèles de machine learning, d'IA peuvent faire, hein, donc être meilleurs en termes de prédiction. Mais améliorer la décision, c'est mieux. Donc, il faut pas développer des modèles pour la beauté de l'art, mais il faut aussi pouvoir les utiliser pour prendre des décisions. Et donc, selon moi, il y a deux grands types d'applications de famille. Alors, c'est pas une distinction qui est officielle, hein, c'est un peu moi qui ai fait cette distinction, mais entre l'IA qui est utilisée pour automatiser des processus, typiquement faire de la reconnaissance d'images pour évaluer automatiquement le coût de sinistre, traiter des emails automatiquement, etc. Et donc faire finalement ce que les hommes font, enfin les humains font déjà, donc faire plus vite ce qu'on fait déjà. Et puis il y a l'IA qui peut aider aussi à la décision. En assurance, typiquement pour la tarification, l'acceptation des risques, le provisionnement, la détection de fraude. Et donc finalement, c'est pour aider à faire mieux. Bon, alors parfois enfin la zone entre faire plus vite et faire mieux est un peu grise. Mais évidemment, les actuaires, ils vont se focaliser sur pouvoir faire mieux sur les sujets où on veut faire mieux. Et donc, pour moi, les actuaires peuvent jouer un rôle crucial grâce à leur connaissance métier, à leur maîtrise technique sur cet aspect faire mieux. Alors évidemment, il y a une série de défis et de challenges hein, qui sont liés à l'utilisation de l'IA. Je vais me focaliser juste sur deux hein, pour un peu planter le décor, hein. On pourrait parler de ça pendant longtemps. Le premier risque hein, ou défi, c'est le surapprentissage hein, ou overfitting en anglais. Et donc là, enfin, vous êtes probablement conscient de ça, c'est quand un modèle statistique finalement va décrire le bruit qu'on observe dans les données plutôt que la relation sous-jacente de ces données. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est de pouvoir c'est pas seulement de pouvoir bien calibrer les données, mais de pouvoir aussi prédire correctement pour des nouveaux points de données qui ne sont pas disponibles pour la calibration. Et donc, je prends souvent dans les formations que je donne un exemple qui est très basique, mais qui permet de bien comprendre cet effet du surapprentissage. C'est
si on a des observations qui sont les croix rouges ici et qu'on veut essayer de trouver une relation entre la taille et le prix, enfin peu importe les variables qu'on utilise, on peut commencer avec des modèles très simples, hein, typiquement des modèles linéaires, et on voit que là, on va créer un biais important entre les observations et le modèle. Donc c'est clairement pas un modèle optimal. Alors évidemment, le réflexe d'un modélisateur ou d'un actuaire, c'est de complexifier son modèle et donc d'aller par exemple vers ce type de modèle qui va beaucoup mieux euh, fitter, calibrer les observations. Donc hein, le modèle passe beaucoup mieux par les croix rouges. Mais évidemment, quand on a un nouveau point de données, la prédiction ne sera peut-être pas optimale. Et dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle une grande variance. Et donc, par exemple, une petite différence sur les observations va peut-être créer un modèle qui sera très différent. OK? Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de trouver un peu un compromis hein, entre ce biais d'un côté et la variance de l'autre côté pour avoir un modèle qui est plus optimal, qui est à la fois pas trop mauvais sur les observations, mais qui est aussi capable de prédire pour des nouveaux points. Il y a plein de techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être qu'on en parlera plus tard, qui permettent de réduire ce risque de surapprentissage, en particulier la validation croisée. Et là, c'est évidemment quelque chose auquel il faut vraiment porter une attention importante quand on développe des modèles. Un deuxième défi, selon moi, qui est important, et on va en parler plus ce soir, c'est le fait que, évidemment, ces modèles d'IA, de machine learning, sont parfois très complexes et ont tendance à être des boîtes noires. On ne sait pas très bien ce qui se passe entre les inputs qu'on fournit à ce modèle et les outputs. Mais évidemment, dans un certain nombre de cas, et en particulier dans les cas que j'ai mentionnés tout à l'heure où on veut faire mieux, hein, on veut aider à la décision, c'est important de comprendre ce qui se passe. Et donc, d'un côté, on a souvent des actuaires, des data scientists, enfin des gens plus techniques qui sont capables de comprendre les détails techniques des modèles hein, et éventuellement faire confiance aux résultats sur base de différentes métriques de calibration, de graphes, etc. Et d'un autre côté, on a d'autres types d'intervenants, le management, le développement de produits, marketing, les équipes commerciales. Enfin, en fonction des sujets, il peut y avoir différents types d'intervenants qui ne sont pas toujours des profils très quantitatifs, mais qui doivent néanmoins eux aussi comprendre et pouvoir faire confiance à ces résultats parce qu'ils doivent prendre des décisions sur base de ces résultats. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, je pense, pour les actuaires. Et peut-être si vous devez retenir une chose de ma petite intervention, c'est celle-là, c'est que malgré le fait que les techniques d'IA permettent d'améliorer la prédiction, parfois c'est au détriment de l'interprétation des résultats. Et il est important, selon moi, de pouvoir trouver un bon compromis entre, d'une part, le pouvoir prédictif, hein, on veut évidemment avoir un modèle de bonne qualité, mais aussi la capacité de comprendre les résultats de ces modèles et surtout de traduire ces résultats en des décisions métiers. Et donc, je pense que tout actuaire devrait quand il commence à développer un modèle, se poser des questions clés. Qui va utiliser les résultats de mon modèle? Quels sont les objectifs hein, de cette personne qui va utiliser les résultats? Quel type de décision il va prendre? Quels sont les impacts aussi de ces décisions? Et est-ce que c'est important de bien comprendre les résultats des modèles? Et donc finalement, en fonction du contexte, hein, on pourra choisir le modèle qui est le plus adéquat pour ce contexte et parfois, c'est un modèle plus simple, mais complètement transparent, qui sera le meilleur choix pour un contexte donné. Voilà, et donc tous ces sujets vont être développés un peu plus en détail par les intervenants. Donc on a, comme j'ai mentionné dans l'introduction, enfin tout au début, trois intervenants. Euh, Amina Zegal, qui est directrice générale de l'Université Paris-Dauphine pour le campus de Tunis. Elle est aussi membre du conseil d'administration de Star Assurance et présidente du comité d'audit. Elle est docteur en mathématiques et a commencé sa carrière plutôt dans la modélisation mathématique et l'optimisation des choix de portefeuille. Et maintenant, elle se consacre pleinement au développement de l'enseignement et de l'innovation pédagogique. Donc, ça, c'est notre première intervenante qui parlera surtout de l'IA comme levier de performance prédictive et aussi elle partagera son expérience au sein de Paris, de Dauphine Tunis, pardon.
La deuxième intervenante, ça sera Marie-Pierre Côté, qui est professeure agrégée à l'école d'actuariat de l'Université Laval, aussi fellow de la Society of Actuaries et associée de l'Institut canadien des actuaires. Ces sujets d'intérêt sont l'équité algorithmique en actuariat, la dépendance entre les risques actuariels et l'apprentissage statistique en assurance. Et Marie-Pierre nous parlera de comment trouver un équilibre entre interprétabilité et performance prédictive, hein, qui est vraiment le sujet central de ce soir. Et le dernier intervenant, c'est Christophe Dutang, assistant professeur au laboratoire Jean Kunzmann et à NCIMAC à Grenoble. Ses sujets d'intérêt sont l'assurance non-vie, les risques extrêmes et les GLM, et il est auteur ou co-auteur d'une quinzaine de packages R. Alors Christophe, lui, nous parlera plutôt des méthodes d'estimation des modèles de mortalité multicause ou multipopulation, en particulier avec des arbres de régression. Et donc, moi, je suis Xavier Maréchal, membre du conseil d'administration de l'Institut des actuaires en Belgique et aussi président du comité international de cet institut. Je suis par ailleurs CEO de Reacfin, qui est une boîte de consultance en Belgique. Et mes domaines d'expertise sont plutôt l'assurance non-vie et l'assurance santé. Alors donc, ce qui va se passer dans les prochaines minutes, c'est qu'on va laisser la parole aux trois intervenants. Et puis, il y aura une séance de questions-réponses vers la fin. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat, hein, je vais les collecter et on essaiera de répondre au maximum de questions. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Amina. Je te laisse partager tes slides. Merci Xavier. Voilà, est-ce que vous voyez mes slides? Oui, c'est pas encore en plein écran, mais voilà. Et maintenant? Parfait, c'est en plein écran, oui. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'Institut des actuaires français ainsi que toutes les associations partenaires africaines pour l'invitation à intervenir dans le cadre du 5e colloque international de l'actuariat francophone. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant cette communauté avec qui nous partageons non seulement la langue, mais aussi la culture scientifique et une ambition commune qui est de faire progresser l'actuariat dans cet espace-là. Alors, je prends la parole en tant que directrice générale du campus de Tunis, où nous avons déjà lancé le master en actuariat en 2014. Alors, le campus de Tunis, c'est le premier campus à l'international de l'Université Paris-Dauphine. Il existe maintenant depuis plus de 15 ans. Et on a mis l'actuariat comme étant un axe fort de développement. Donc, on a lancé le master actuariat. Après, avec le régulateur local, nous avons lancé des certificats de professionnels de mise à niveau pour les actuaires et les professionnels des banques et assurances. Et nous sommes sur le point d'ouvrir un certificat en actuariat et intelligence artificielle. Ces initiatives traduisent une conviction profonde. L'actuariat doit évoluer en intégrant les nouveaux outils d'intelligence artificielle sans perdre une exigence scientifique et un sens de responsabilité. Alors, comme vous le savez, je pense qu'on est entouré d'actuaires, chose que je ne suis pas, même si j'ai un doctorat en mathématiques appliquées. L'actuariat repose sur la capacité à prévoir, à mesurer et à anticiper les risques. L'intelligence artificielle, par sa puissance de calcul et ses capacités d'apprentissage, vient élargir ce champ de prévision. Elle permet ainsi aujourd'hui d'avoir une meilleure segmentation des risques, une détection plus fine des fraudes, une tarification plus dynamique et adaptée au profil. Les modèles de machine learning, de deep learning, qu'il s'agisse de réseaux de neurones ou de forêts aléatoires, transforment notre manière de faire les choses et offrent des performances que les méthodes classiques peinent à avoir. En réalité, en pratique, aujourd'hui, ce que les actuaires font,
c'est combiner un peu ces deux méthodes. On essaye de comprendre les données avec le machine learning, et puis on repasse dans des modèles classiques comme les modèles GLM. On fait ainsi un travail de classification des données, et c'est particulièrement le cas pour intégrer des données textuelles qu'on traite grâce à des modèles de traitement et de langage. Au passage, je remercie Aurélien Couloumi. Je ne sais pas s'il est parmi nous aujourd'hui. En tout cas, il m'a promis de l'être. J'ai eu beaucoup d'informations pour pouvoir intervenir sur le plan technique pendant ce webinaire. Alors, Aurélien est fondateur de Dilogy et il est intervenant dans notre formation certificat en actuariat et intelligence artificielle. Pour vous donner un petit aperçu sur la région, l'Afrique et le Moyen-Orient, dans nos régions, Maghreb puis largement l'Afrique, les données sont très peu visibles, elles sont partielles et peu structurées. L'IA permet de combler les trous, c'est-à-dire que ça permet de valoriser l'information qui est disponible et d'optimiser des visions en rendant possible certaines améliorations des modèles existants. Quand on va par exemple en Arabie Saoudite, en fait, aujourd'hui, le régulateur a fortement encouragé l'adoption de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle. Et la majorité des compagnies d'assurance ont adopté ces modèles. Et pourtant, elles ont enregistré une grosse perte malgré l'utilisation de ces modèles sophistiqués. Ce constat est d'ailleurs fait l'objet de débats d'actualité. La semaine dernière, par exemple, pendant le colloque organisé par l'Association des actuaires anglais à Riyad, ce sujet a occupé une place centrale. Ce qu'il faut comprendre au final, c'est que il faut garder une tête, une vérité essentielle. Les modèles ont quand même leurs limites, même avec l'utilisation de l'IA. L'actuaire doit toujours exercer son sens critique et intégrer des spécificités locales. Je peux prendre l'exemple de la tarification maladie, santé. En fait, il est important de prendre en compte, par exemple, le système de fonctionnement des hôpitaux. Un fonctionnement des hôpitaux à Tunis n'est pas du tout le même à Riyad et les modèles ne vont pas comprendre ce genre de spécificité, d'où l'importance d'avoir un sens critique et d'avoir une intelligence artificielle qui augmente les modèles, qui augmente l'actuariat, mais qui sera elle-même augmentée par l'intelligence et la responsabilité des humains, des actuaires. Alors, l'actuariat n'est pas seulement une science de calcul, c'est une science de la confiance. Cette puissance prédictive ne suffit pas. Nos modèles doivent être compris par les régulateurs, expliqués aux décideurs et acceptés par les assurés. Une tarification, aussi performante qu'elle soit, ne peut pas reposer sur une boîte noire opaque. Et c'est pourquoi l'exigence d'interprétabilité est au cœur des préoccupations des enseignements aussi. Elle implique de garantir la transparence et la traçabilité des décisions, de respecter les règles prudentielles et réglementaires, qu'il s'agisse de Solvency II ou des normes IFRS, et puis aussi d'utiliser des méthodes et des outils ou des méthodes hybrides aussi qui permettent d'expliquer les résultats donnés par l'intelligence artificielle. Et au fond, ce qui serait important de dire, c'est que la légitimité de l'actuaire repose sur sa capacité à être non seulement un modélisateur, mais aussi un médiateur de sens capable de traduire la complexité en décisions justes et compréhensibles. Alors, pour l'expérience dauphinoise, et je suis rapide sur ce point-là, on est dans cet esprit de construire nos programmes Dauphine Tunis. Le master en actuariat forme déjà des jeunes talents aux standards internationaux, tout en préparant aux réalités économiques et sociales de notre région.
Et avec le certificat en actuariat et intelligence artificielle que nous lançons prochainement, nous franchissons une nouvelle étape. Nous voulons former des générations d'actuaires capables de manier aussi bien les outils statistiques classiques que les algorithmes d'apprentissage automatique, tout en intégrant les enjeux éthiques, réglementaires et sociétaux. Notre ambition est claire, développer des compétences locales qui maîtrisent en fait des compétences globales aussi et contribuer à faire émerger une expertise francophone forte en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, pour conclure, euh, l'intelligence artificielle est une formidable opportunité pour l'actuariat. Elle démultiplie la capacité de prévision et d'analyse, mais elle doit être pour nous, euh, en fait, à considérer sans oublier l'essentiel, à savoir la responsabilité, la transparence et l'interprétabilité. Nous devons trouver un équilibre et délicat entre performance prédictive et exigence d'explication. Et je pense que Marie-Pierre va rentrer dans le détail et puis elle sera beaucoup plus technique que moi, ça c'est certain, pour ces aspects-là. L'intelligence artificielle ouvre aussi de nouvelles portes, celle par exemple de générer des scénarios de tests pour les modèles classiques comme le modèle GLM. L'intelligence artificielle augmente l'actuariat, mais elle doit être aussi une intelligence augmentée par la responsabilité humaine. Et c'est cette alliance entre puissance technologique et responsabilité humaine qui réside dans l'avenir du métier d'actuaire. Et nous, ensemble, en partageant nos pratiques, nos recherches et nos formations, nous pouvons ensemble construire les standards communs au sein de l'espace francophone. Et je vous en remercie. Super, merci beaucoup Amina pour ton intervention. Comme j'ai dit, on prendra plutôt les questions à la fin, après les trois interventions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour déjà envoyer vos questions. On va les collecter et on les posera plutôt vers la fin. Donc je propose maintenant de laisser la parole à Marie-Pierre. Euh, tu peux partager tes slides et commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici. Ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est toujours agréable de présenter en français. Donc, merci pour l'invitation et un immense merci aux organisateurs et aux autres intervenants de notre séance de mettre ça tout ensemble. Donc, je parlerai aujourd'hui de comment trouver un équilibre entre interprétabilité et performance prédictive. C'est le thème de notre séance et j'ai basé ma présentation sur des travaux conjoints avec Catherine Antonio et Roel Enkerts à KU Leuven en Belgique et avec l'étudiant Dominique Chevalier à l'Université Laval. Donc, le plan pour ma présentation, on va commencer avec une petite introduction. Ensuite, je vais parler de Gradient Boosting Machine, que je vais appeler GBM, afin de ne pas utiliser trop de mots en anglais. Ensuite, on va parler de construction d'un modèle transparent avec un algorithme qui s'appelle MADAR. Puis, on va l'utiliser pour comprendre la prévision de la fréquence de réclamation dans, pour l'assurance automobile. Ensuite, on va aussi présenter une alternative qui serait un boosting complètement transparent. Et puis, je vais conclure. Donc, explicabilité ou transparence. Avec les données massives, les algorithmes prédictifs puissants, il est essentiel de comprendre les prévisions de nos systèmes, entre autres pour en assurer l'équité. Donc, l'explicabilité de modèles boîte noire, ça nous permet d'essayer de comprendre, de leur faire confiance, de gérer leurs décisions. Mais une alternative, plutôt que d'essayer d'expliquer un modèle qui est opaque, serait d'utiliser directement un design qui est transparent. Un exemple de design transparent qu'on connaît très bien comme actuaire, c'est le modèle linéaire généralisé, donc le GLM. C'est un modèle qui est facile à interpréter et à expliquer.
c'est facile à implémenter, surtout quand on a toutes les variables sous forme catégorielle, on peut expliquer les prévisions comme étant une table de prévision. C'est un modèle qui est versatile parce qu'on peut changer la distribution selon ce qu'on veut, puis en faisant de l'ingénierie de variables, donc en faisant un pré-traitement des variables explicatives disponibles, on peut aller chercher plusieurs formes, pas seulement des formes linéaires. Par exemple, on pourrait dire qu'une variable aléatoire Y suit une loi de Poisson avec une moyenne qui dépend de certaines variables explicatives X qui vont être les caractéristiques de notre contrat. Par exemple, si Y, c'est la fréquence de réclamation en assurance auto, X va être les caractéristiques de l'assuré et du véhicule. Puis on va poser la moyenne, l'espérance du nombre de réclamations, étant donné ce profil de risque-là, comme étant l'exponentielle d'une combinaison linéaire de nos variables explicatives. Donc, par exemple, ici, si je veux comprendre l'effet de l'âge, qui pourrait être ma variable x1 sur ma prévision, c'est transparent. C'est simple de dire l'âge, quel est son effet sur la prévision. Donc, pour avoir un GLM performant, le pré-traitement des variables explicatives, puis le choix des interactions entre les variables qu'on va inclure dans cette spécification-là est crucial. On a parallèlement vu que les modèles de boosting sont souvent plus performants que les GLM pour la fréquence et la sévérité des réclamations en assurance non-vie. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle de boosting? Je vais vous faire une petite esquisse. On reste dans l'esquisse, donc je vais pas trop technique, mais quand même, pour vous donner une idée, Gradient Boosting Machine, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un algorithme. On a besoin de données. Donc, c'est la même chose que tantôt. J'ai des variables explicatives X, j'ai des variables réponses que j'essaie de prédire, les Y. J'ai un certain jeu de données avec, disons, N observations. Je vais avoir besoin d'une fonction de perte. C'est la chose que je veux minimiser. Si on fait un parallèle avec un GLM, ce serait, par exemple, la vraisemblance négative. Donc, on veut maximiser la vraisemblance, c'est comme minimiser une vraisemblance négative. Donc, une fonction de perte, comme ça. Ensuite, on a certains hyperparamètres. On va commencer par initialiser la prévision à une constante F0, qui va être, par exemple, la moyenne de la fréquence de réclamation dans tout mon portefeuille. Donc, c'est une bonne première prévision. Puis là, ensuite, on va raffiner cette prévision-là. Donc, pour chacune des itérations, on va d'abord évaluer les gradients de la fonction de perte. Là, j'utilise le mot gradient ici. C'est à cause de ça que ça s'appelle gradient boosting. C'est qu'on va faire la dérivée première de notre fonction de perte par rapport à notre prévision. Puis la dérivée première, c'est la pente. Comme on essaie de minimiser une fonction, ma pente va être 0 si j'ai trouvé le minimum. Donc, ce gradient-là, ça nous donne de l'information sur par quelle direction je dois aller pour minimiser. Donc, on va prendre un pas dans la direction pour minimiser notre fonction de perte. Puis, pour choisir où on va aller, on va ajuster un arbre de profondeur T, qui est un autre hyperparamètre. Donc, un arbre de décision partitionne l'espace des variables explicatives. Puis, dans chacune des feuilles de l'arbre, on va choisir un ajustement à la prévision qui va permettre d'améliorer pas à pas la prévision du boosting. Donc, si on regarde la sortie de l'algorithme, on a une prévision initiale, F0, puis on ajoute des arbres pas à pas. Donc, c'est un algorithme qui est très, très, très difficile à expliquer parce qu'on ne sait pas si les arbres sont de grande profondeur. On n'a aucune idée de l'effet de l'âge sur la prévision. Par contre, c'est extra flexible, donc on va pouvoir être capable d'aller chercher des interactions d'ordre élevé et des effets qui sont non linéaires. Pour plus de détails sur gradient boosting et ses améliorations, on a fait un article une étude comparative des différents algorithmes, donc je vous encourage à aller voir, c'est disponible en accès libre. Les avantages et désavantages de GBM ou ces autres variantes comme XGBoost ou LightGBM que vous connaissez peut-être, c'est que ces algorithmes ont une très bonne performance prédictive. On n'a pas besoin de présélectionner les variables qui sont plus importantes. Le modèle va le faire par lui-même. On peut utiliser des données massives pour ajuster ces données-là et on va être capable de détecter les interactions. Par contre,
Pour comprendre ce qui se passe, on doit essayer de les expliquer, on doit essayer de les inspecter. Ça ne donne pas directement d'incertitude sur la prévision, donc on n'a pas de métrique de variance de notre prévision directement. Puis, ça peut être vraiment difficile à implanter dans un système de tarifs parce que vous avez vu, c'est plusieurs arbres qu'on va mettre ensemble. Donc, ce sont des algorithmes qu'on va appeler boîtes noires, des algorithmes qui sont opaques. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment on pourrait informer le pré-traitement des variables d'un GLM avec une boîte noire. Euh, pardon, c'est passé quelque chose. Oui, OK, c'est ça, parfait. Donc, ici, on a l'algorithme MEDAR. Donc, MEDAR, ça tient pour Model Agnostic. Donc, ça va fonctionner avec tout algorithme prédictif opaque. C'est data-driven, donc la transformation de la boîte noire vers le GLM est automatisée. Puis, ça va nous donner le résultat, ça va être un modèle qui va être interprétable. Donc, le résultat, c'est un modèle transparent. Puis, on espère, en fait, mais ça fonctionne assez bien, que la performance va s'approcher de celle du modèle boîte noire initial. OK? Donc, l'idée, c'est qu'on commence avec un modèle boîte noire. Donc, moi, j'ai utilisé un modèle boosting. Si vous voulez aller vers un modèle d'apprentissage profond encore plus complexe, ça pourrait être utilisé aussi. L'important, c'est qu'on va tirer des connaissances du modèle avec les outils d'explicabilité qui existent dans la littérature de l'IA explicable. Puis, à partir de ces connaissances de modèle-là, on va utiliser un algorithme de programmation dynamique pour obtenir une segmentation de nos variables explicatives. Donc, on va avoir, par exemple, si je commence avec l'âge, on va avoir tiré des informations de notre modèle, puis on va le segmenter l'âge, ce qui va nous permettre d'avoir des groupes d'âge, puis d'apprendre un GLM pour prédire notre variable réponse Y, mais à partir des variables pré-traitées. Et ça va nous permettre d'inclure aussi les interactions qui sont déterminées comme pertinentes par notre modèle boîte noire. Donc, comment fait-on pour obtenir des connaissances du modèle? On va utiliser l'effet de dépendance partielle. Vous avez peut-être déjà entendu ça, cette question de PDP, Partial Dependence Plots. Donc, pour calculer un effet de dépendance partielle, j'ai simplement besoin d'avoir une fonction de prévision. Donc, n'importe quelle boîte noire, je vais être capable de dire, j'ai besoin de prédire pour ces variables explicatives-là, ça me donne combien? C'est tout ce que j'ai besoin pour calculer un effet de dépendance partielle. Je vais noter l'effet de dépendance partielle F bar J pour la variable J. La façon que ça fonctionne, si par exemple j'ai un petit jeu de données ici avec 3 variables explicatives, âge, emploi et véhicule, puis j'ai quelques observations. Mais pour calculer l'effet de l'âge, je vais d'abord mettre l'âge, tout le monde à 22. OK? Donc, je brise complètement la structure de dépendance entre l'âge et les autres variables. Je dis tout le monde à l'âge 22. Et pour chacune des observations, je vais calculer ma prévision de mon modèle boîte noire. Ensuite, je vais calculer la moyenne de ces prévisions-là et ça me donne ma fonction de dépendance partielle pour l'âge 22. Ici, l'exemple, c'est 0.02. Je vais faire la même chose avec prochain âge, 31. Je mets tout le monde à 31, je calcule les prévisions, je calcule la moyenne, ça me donne l'effet pour 31. En mettant ça ensemble, puis dans le graphique, je vais pouvoir avoir une idée de l'effet de l'âge sur la prévision. Là, ici, je vais me permettre de critiquer cet outil-là parce que, regardez, quand j'ai mis tout le monde à 31, je crée possiblement des observations qui n'existent pas ou qui sont impossibles dans mon jeu de données. Je pourrais avoir, par exemple, quelqu'un qui a un âge 31, mais une expérience de conduite de 20. Ça aurait aucun sens dans la vraie vie. Donc, le modèle n'a jamais vu de telles observations. Et la prévision qui est faite pour une observation qui n'existe pas dans mon jeu de données d'entraînement, c'est pas une prévision qui est fiable. Donc, mais elle est quand même utilisée dans le calcul de l'effet de dépendance partielle. Donc, ça, c'est une critique d'un des outils d'explication de modèle boîte noire qui est un des plus utilisés. Puis c'est une raison aussi de dire on va aller vers un modèle transparent, comme ça, on n'aura pas ce genre de problème-là avec nos outils d'explication.
Alors maintenant qu'on a un effet de dépendance partielle, puis on suppose qu'il est quand même bon, euh, on va utiliser un algorithme qui permet d'obtenir une segmentation. Euh, c'est un algorithme des cas moyennes optimales, mais en une dimension. Donc, si j'essaie de partitionner mon âge en un certain nombre de groupes, selon la valeur de l'effet dépendance partielle, comme ça va me permettre d'aller chercher la même forme, mais avec mon GLM. Pour choisir le nombre de groupes, on fait ça de façon complètement basée sur les données, avec une pénalité sur la fonction de perte, une valeur croisée. Pour plus de détails, là, vous pouvez consulter l'article. Par exemple, pour l'effet de dépendance partielle sur l'âge, ici, que vous voyez, euh, si je dis à mon algorithme, je voudrais avoir 10 groupes, ben, voici les points de coupure qui ont été choisis par l'algorithme. Donc, on voit que ça va chercher des endroits où la fonction de dépendance partielle est quand même assez homogène, puis ça les met ensemble dans un segment. OK? Donc, je peux partitionner ma variable d'âge en ces 10 niveaux-là, puis ce seraient les 10 niveaux qui sont là que je vais utiliser dans euh, mon modèle GLM final. OK, donc juste l'algorithme global, ce qu'il fait, c'est vraiment ça. Donc, on part d'une boîte noire, on va calculer les effets de dépendance partielle, on va discrétiser nos variables basées sur les effets de dépendance partielle pour obtenir des variables qui sont toutes sous forme catégorielle. Et ça nous donne des variables qui sont choisies et segmentées. Puis ensuite, on va aussi faire la même chose, mais avec des interactions d'ordre 2. Donc, s'il y a un effet de l'âge qui est différent selon le genre, puis que c'est important dans notre modèle boîte noire, on va être capable d'aller l'incorporer aussi dans le modèle final. On va aussi les segmenter avec la même procédure. Au final, on a des variables explicatives qui sont pré-traitées, sur lesquelles on va ajuster un GLM en essayant de prédire la variable réponse Y pour obtenir un modèle transparent. Voici l'exemple, là. Donc, le graphique que vous avez en haut, c'est l'effet de dépendance partielle avec les points de coupure qui avaient été sélectionnés. Et quand j'ajuste le modèle GLM, vous voyez en bas les coefficients du GLM euh, qui ont été estimés. Et puis maintenant, bonus, j'ai un intervalle de confiance autour de mes prévisions, donc j'ai une certaine idée de la variabilité aussi de mes estimations. Euh, voilà. OK. Donc, si on regarde un petit exemple, ici, c'est avec des données belges où on essaie de prédire la fréquence des accidents d'auto avec un modèle boîte noire de type Gradient Boosting Machine. Puis, vous voyez à gauche l'importance des variables dans ce modèle-là. Donc, ça, c'est un autre outil d'explication d'un modèle boîte noire, l'importance des variables. Donc, ça me permet de voir quelles sont les variables les plus importantes dans le modèle et, par exemple, voir que sexe et l'utilisation du véhicule ne sont pas des variables qui sont importantes. À droite, vous avez le nombre de groupes pour chacune des variables, le nombre de groupes qui ont été sélectionnés par notre algorithme. Si on fait varier l'hyperparamètre là, qui est ici, qui sert à choisir la complexité du modèle. Donc, on voit que plus j'augmente ce paramètre-là, moins j'ai de groupes. Et par exemple, certaines variables qui étaient moins importantes, comme le genre et l'utilisation, vont être mises à un groupe, donc exclues du modèle assez rapidement, là, puisqu'elles n'étaient pas utiles. On peut aussi observer, par exemple, la segmentation pour une variable catégorielle. Ici, c'était la variable du code postal qui a été segmentée. Donc, vous voyez la couleur. L'échelle de couleur représente l'effet de dépendance partielle moyen dans ces régions-là qui ont été choisies ensemble. Donc, j'ai beaucoup moins de régions dans mon modèle final que dans le modèle initial parce qu'on a réussi à faire des regroupements de cette variable-là à l'aide de l'algorithme. Euh, il y a aussi, on peut vouloir essayer d'expliquer une prévision. Donc, quand on a un modèle boîte noire, je voudrais dire à mon assuré, ben voici ta prime d'assurance auto, c'est un X dollars, parce que, pourquoi? OK? Donc, pourquoi c'est ça? Si on a un modèle GBM, on ne sera pas capable de dire l'effet de chacune des variables sur la prévision avec la formule que je vous ai montrée au début, tout comme un GLM.
Donc, ce qu'on va utiliser, ce sont les valeurs de Shapley. C'est l'outil le plus utilisé présentement. Puis, ça nous donne un graphique comme celui de gauche là, qui nous dit ben, le, la région, le code postal était de 11. Donc, pour cet assuré-là, c'est la variable qui a fait le plus augmenter la prévision. Tandis que le fait que ça fait partie d'une flotte de véhicules, ça a permis de faire diminuer la prévision. Donc, ça, c'est la façon d'interpréter une prévision pour un modèle boîte noire. Quand on compare avec le, le- le modèle qu'on a obtenu avec l'algorithme MEDAR, on a un GLM. Donc, je peux regarder exactement la contribution de chacune des variables sur la prévision et même mettre un intervalle de confiance autour de tout ça. Et puis séparer l'effet d'une variable et de l'interaction. Donc, on peut avoir aussi une explication, mais qui peut être plus facile à comprendre que l'explication des valeurs de Shapley qui se fondent sur la théorie des jeux. Et c'est quand même assez compliqué d'expliquer à quelqu'un comment fonctionne l'outil valeur de Shapley. C'est pour ça que je ne le fais pas aujourd'hui. Une alternative, ce serait d'utiliser un boosting qui est transparent. Donc, il existe un algorithme qui s'appelle Explainable Boosting Machine, euh, proposé par Lou et collaborateurs en 2013. Ça s'appelle aussi GA2M dans certains papiers. En fait, eux ont appelé ça GA2M. Euh, donc, c'est un modèle additif généralisé qui inclut aussi une sélection d'interactions bivariées. Puis la fonction de prévision, donc là, ici, c'est comme si j'aurais dû mettre la fonction. Ah, ok, c'est bon. Donc, on a la fonction de prévision qui serait bêta 0 plus une somme d'effets univariés plus une somme d'interactions. Les effets univariés, on va les apprendre par des boostings sur des arbres qui ont juste une séparation. Donc, ça nous donne des souches, qu'on appelle. Donc, on a juste des arbres avec deux feuilles. Puis, en faisant un boosting sur des arbres avec deux feuilles, ça nous donne un effet qui est complètement flexible. Puis, on fait ça de façon séquentielle sur chacune des variables. Ils ont aussi proposé un algorithme qui permet de choisir les paires d'interactions qu'on devrait considérer dans cette sommation-là ici. Puis, les fonctions bivariées qui sont les interactions ici, les effets des interactions, vont être construites avec des boostings d'arbres de profondeur 2. Donc, EBM nous donne un modèle transparent parce que là, ici, ceci n'est pas un PDP. Ceci est vraiment l'effet de l'âge. Donc, la fonction ici, F âge, pour le EBM poisson sur le même jeu de données que tantôt. Et donc, ça, je sais qu'une personne de 50 ans, sa prévision est autour du niveau de base là, pour l'âge. Donc, en conclusion, les modèles de boosting sont souvent plus performants que les modèles plus simples pour la fréquence et la sévérité des réclamations en assurance non-vie. Leur opacité et leur complexité freinent leur adoption. Mais à partir des prévisions d'une boîte noire, on pourrait améliorer nos modèles transparents pour les rendre plus performants. L'algorithme MEDAR nous produit un GLM avec une très bonne puissance prédictive. La segmentation est semblable à celle du boosting, mais l'algorithme est automatisé. Les avantages d'un EBM ou d'un GLM MEDAR, c'est que les explications des prévisions sont simples et intuitives. C'est facile de modifier le modèle a posteriori. Par contre, les désavantages, ben, c'est que c'est difficile de capter les interactions d'ordre élevé, puis le temps de calcul est augmenté là, par rapport à un algorithme de boosting très performant. Voici quelques références et j'aimerais remercier le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et la Fondation de la recherche scientifique à Flandre pour le financement. Merci Marie-Pierre pour cette très belle intervention. J'ai plein de questions, mais je les réserve pour la fin. On va laisser maintenant la parole à Christophe pour la troisième intervention. Et puis on reviendra pour la séance de questions-réponses. Ok, parfait. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ok, super. Et bien c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc je suis Christophe Dutan. J'ai le plaisir de présenter pour ce colloque en ligne pour l'actuariat francophone. Donc j'ai parlé de méthodes d'estimation.
pour les modèles de mortalité, mais qui pourront éventuellement aussi s'appliquer à d'autres thématiques. J'en reparlerai en conclusion. Et je ferai aussi le lien avec les arbres de régression, donc aussi en particulier avec la présentation de Marie-Pierre. Voilà, donc après une courte introduction, donc je présenterai des méthodes d'estimation et puis surtout des méthodes d'estimation explicites, donc sans recours à un algorithme d'optimisation. Et je présenterai à quel point ça peut être intéressant pour modéliser la mortalité, multipopulation, multicause, etc. Donc je vais venir un peu plus en détail là-dessus. Donc c'est parti. Donc petit contexte sur l'assurance vie et la santé en général. Euh, le- L'espérance de vie, fort heureusement, augmente depuis ces dernières décennies, voire ces derniers siècles. Et donc là, j'ai repris un graphique sur l'espérance de vie à la naissance des femmes françaises, d'un démographe, et donc depuis 1750. Et donc ce qu'on constate, hein, c'est qu'à partir de 1800, il y a une augmentation régulière de l'espérance de vie à la naissance avec différentes phases. Et en particulier, on peut attribuer ces différentes phases à l'arrivée ou la découverte de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, de vaccins ou d'avancées ou de progrès technologiques pour la santé. Et en général, du coup, ces progrès se focalisent souvent sur une cause de mortalité. Donc, par exemple, pour le vaccin euh, pour Pasteur, ben, ça a aidé sur les maladies infectieuses. Et donc, c'était une des motivations de ces travaux que j'avais co-réalisé avec Antoine Burg, c'était de aller sur la granularité multicause de la mortalité pour comprendre les effets sur la mortalité toute cause au global. Et donc, on souhaitait bien, euh, du coup, regarder les effets multiples et donc étendre les modèles univariés qui étaient déjà existants et utilisés depuis fort longtemps. Et l'intérêt aussi on souhaitait souvent accélérer ces méthodes ou même proposer des méthodes dans certains cas, et donc en particulier regarder des méthodes d'estimation explicites. Voilà pour les éléments de contexte. Donc partons sur le cadre dans lequel on s'est intéressé à ces estimations. Donc, ça va être les MGLM. Donc, Marie-Pierre vous a déjà parlé des modèles linéaires généralisés. La version multivariée ou plutôt multiparamètres, en fait, repose sur la famille exponentielle, mais à plusieurs paramètres. Donc, cette fois-ci, le paramètre d'intérêt n'est plus unidimensionnel comme dans le cas usuel, mais multidimensionnel. C'est le θ de l'équation 1. Euh, et donc, ça peut représenter une loi derrière multivariée ou univariée, mais avec en tout cas plus de paramètres. Donc, c'est naturellement plus flexible, mais qui dit plus flexible dit plus difficile à estimer. Et donc, si on souhaite estimer ce genre de modèle, en général, on a recours à des méthodes d'estimation itératives qui peuvent être parfois coûteuses. Voilà. Donc, le MGLM, ça repose sur le même genre de principe que le GLM usuel. Donc, on change de loi. Donc, là, il y a une hypothèse sur la distribution qui est plus complexe, mais l'idée est toujours d'avoir des paramètres propres à chaque individu qui vont être reliés à la variable aléatoire, du coup, par l'équation 2. Donc, c'est souvent qu'on appelle la structure, qui relie l'espérance de la variable d'intérêt à une combinaison linéaire des variables explicatives. Comme on est en multivarié, cette combinaison linéaire repose sur une matrice plutôt que sur un vecteur usuel. Donc c'est la matrice grand ZI, là, qui est détaillée en équation 3, qui en général est pris en une matrice diagonale par bloc. Donc il y a quand même un certain nombre de zéros, c'est une matrice creuse. Et il y a des variables explicatives pour chacune des composantes que j'ai appelées ici petit j, donc de 1 à d. Et on relie voilà, la moyenne aux paramètres et on cherche à estimer ici le coefficient bêta dans chacune des composantes, donc pour chacun des j. Euh, et donc ça fait un grand vecteur à estimer naturellement, puisqu'on veut faire ça pour toutes les composantes. Voilà. Et le nombre de paramètres peut aussi, sur chacune des composantes, dans l'absolu, dépendre des composantes. Donc par exemple, qu'il y ait plus de variables pour estimer certaines composantes. Donc là, ça reste un cadre assez
c'est très général. Allons un peu plus dans le détail. Pour le cadre d'étude, on s'intéresse à un cas particulier, mais qui est tout à fait applicable en pratique, c'est de considérer que notre variable explicative est en fait une variable catégorielle avec des niveaux, en l'occurrence que j'ai appelé ici V1, VR. On peut penser à des catégories d'âge, des catégories de police, euh, à plein de choses, des effets temporels, enfin spatiaux, une façon de catégoriser la variable. Et donc dans ce cas-là, la matrice des variables explicatives, c'est une matrice binaire, beaucoup plus simple. Et donc, je vous passe les détails de calcul, mais on peut, dans ce cadre-là, simplifier le score, qui est en fait un indicateur pour trouver l'estimation du maximum de vraisemblance, qui est donc lié au gradient. Et donc, bon, j'ai mis la formule en cas particulier et un canonique, mais qui est déjà finalement assez complexe. Ce qu'il faut retenir de cette formule, c'est qu'en fait, elle ne dépend que de R, qui est le nombre de catégories, et pas du nombre de données donc de n. Donc on peut avoir 1000 données, 1 million de données, on retombe sur un score qui est toujours lié au nombre de catégories. Donc si vous avez, mettons, 10 groupes d'âge, ben, c'est n, r égale 10, tout simplement. Donc après, naturellement, ça utilise là les T bar K, c'est des moyennes empiriques correctement pondérées sur chacune des composantes, et puis il y a le gradient de kappa qui est lié à l'espérance de la variable d'intérêt. Voilà. Et le petit symbole donc, qui est le multiplié entouré, hein, c'est le produit de Kronecker qui est par un des vecteurs de la base canonique euh, de R puissance D ici. Voilà, donc, ok, j'ai un score. À quoi ça sert? Eh ben, on peut retrouver des cas particuliers très importants que j'ai détaillés ici. J'en détaille deux, mais naturellement, il y en a d'autres. Mais c'est deux qui vont être importants pour modéliser la mortalité. Donc, le premier, c'est la loi du coup multinomiale. Hop, je me décale à chaque fois les petits onglets zoom, et donc dans le cas de la loi multinomiale, donc si vous ne connaissez pas la loi multinomiale, il faut vraiment la penser comme une généralisation de la loi binomiale. Binomiale, vous aviez un effet binaire, 0, 1. Multinomial, vous observez plusieurs sorties possibles, plusieurs effets, et donc vous avez du coup différentes probabilités d'être dans telle catégorie. Donc ici, c'est la catégorie NoTJ. Et donc, pour estimer le paramètre du modèle MGLM, dans ce cas-là, on retombe sur une formule très simple. C'est le log de deux ratios qui sont liés à des moyennes empiriques. Donc, au numérateur, vous retrouvez la moyenne empirique de la cause J. Et au dénominateur, vous avez la moyenne empirique inverse. Donc d'ailleurs, oui, voilà. Et vous faites ça pour toutes les modalités K et pour toutes vos composantes J. Voilà. Donc ça, on va voir à quel point ça peut être utile après pour les modèles mortalité. Donc dans la loi de Dirichlet, là, c'est aussi une généralisation d'une loi usuelle, c'est la loi de bêta. La loi bêta, on modélise des taux entre 0 et 1. La loi de Dirichlet, c'est une version multivariée où la somme des composantes fait 1. Donc en fait, on- l'ensemble des points possibles n'est plus dans l'intervalle 0,1, mais dans le simplex de dimension d-1. Donc là encore, on peut trouver des estimateurs explicites. L'estimation est un peu plus complexe. Il y a toujours la moyenne empirique. Alors précisément, elle intervient sous les logs des ratios, qui est au dénominateur, plus des paramètres additionnels que je n'établirai pas ici, mais qui sont eux aussi explicites. Donc il n'y a pas besoin de recourir à une méthode d'estimation itérative. Euh, voilà. Alors, voilà, il y a d'autres cas intéressants, mais que je n'étalerai pas ici, finalement, mais qui peuvent être aussi importants dans certains cas. Alors, à quoi ça peut servir? Et donc, regardons, hop, du coup, un modèle de mortalité à plusieurs causes. Donc là, ici, l'ensemble des causes son nombre de D. Euh, on regarde la probabilité ici de décès dans chacune des causes
pour la génération, enfin, pour l'âge X et la génération, enfin, l'année T. Et on veut lier ces probabilités à, du coup, un prédicteur, euh, en général, qui est classiquement estimé sous forme de trois effets au, au maximum. Un effet d'âge pur, donc un effet purement lié à l'âge, des effets croisés d'âge et temps, mais multiplicatifs, et un effet cohorte. Et ce prédicteur, donc, comme pour un GLM usuel, du coup, vient chercher à estimer une transformation de l'espérance euh, qui est notée ici sur la gauche, donc qui est liée à la probabilité de décès. Voilà. Alors, la fonction usuelle de transformation, c'est une généralisation de la fonction logistique que j'ai redétaillée ici, mais voilà, c'est en soi pour d égale 1, on retombe sur des exemples usuels, binomiales, etc. Voilà. Alors ce modèle-là, il est donc qui est très général. En pratique, on va regarder des cas particuliers avec moins d'effets. Donc dans le cas, alors, euh, là j'ai encore un résultat. Dans le cas donc, de ce modèle de mortalité multicause, on est capable du coup d'appliquer les formules précédentes et voilà, d'aller précisément sur l'estimation des probabilités du prédicteur lié aux probabilités empiriques. Et ces expressions peuvent paraître compliquées, mais en fait, dans des tables nationales, en fait, ces probabilités empiriques se résument à juste un ratio. Et puis, si on a des données plus granulaires, bah, il faut correctement les sélectionner, mais ça reste que des moyennes empiriques correctement pondérées. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc, on a appliqué naturellement ces données sur plusieurs bases, donc soit sur des bases nationales, soit sur des bases par comté aux États-Unis. Et il nous fallait des données multicauses. Et alors, il y a plusieurs classifications possibles. On a utilisé la plus récente, qui est l'ICD-10, avec seulement quatre causes, quatre grandes causes. Donc, il peut y avoir des subdivisions plus importantes, mais nous ne sommes pas entrés plus dans le détail. On s'est intéressé sur une tranche d'âge limitée 50-90, c'est une période plutôt récente. Et après, on avait un certain nombre de variables explicatives qu'on sera amené à utiliser par la suite. Donc voilà un exemple de calibration donc avec les paramètres. Donc là, on a un modèle d'IM3 où il n'y a que trois effets, l'âge, le temps et un effet cohorte. Et donc, il y a deux types de points affichés, soit des points ronds qui sont liés au modèle multivarié qu'on a proposé, soit un modèle où on a pris chaque cause de manière indépendante et on a fait comme avant, on a supposé que les causes étaient indépendantes et estimées par une méthode de maximum de vraisemblance. Donc, ce qu'on constate, c'est que c'est très voisin pour les coefficients d'âge et temporel, hein. Il y a très peu de différence entre les deux modèles. Par contre, sur les effets cohortes, c'est très différent. Le modèle multivarié est beaucoup plus flexible. Il n'impose pas cette structure un peu étrange euh, en forme un peu polynomiale. Voilà. Alors la question, on peut se demander, c'est est-ce que l'un est plus vraisemblable que l'autre? Donc naturellement, on peut regarder des métriques d'adéquation. Donc là, le modèle multivarié est ici en bleu. On constate que sur les premières valeurs, donc AIC et déviance, il est en dessous, donc ce qui est synonyme de meilleure qualité. Et pour les métriques euh, un peu plus orientées machine learning, euh, le modèle multivarié aussi est plus bas. Alors, il faut faire attention, les graphiques sont inversés comme c'est en échelle logarithmique. On a l'impression que c'est moins bon, mais en fait, c'est bien une erreur qui est plus petite. Voilà, donc c'est une première chose. Finalement, utiliser un modèle multivarié peut se révéler avantageux euh, pour mieux prendre en compte cette dépendance entre les causes plutôt que supposer l'indépendance totale des causes. Voilà. Alors si maintenant on utilise des données plus granulaires par comté et qu'on regarde un peu les effets de variables explicatives, bah, on peut avoir ce genre de graphique. Ici, quatre graphiques puisque les quatre causes. Je suis passé très vite sur les causes, hein, mais vous avez en haut à gauche les causes infectieuses, ensuite les maladies de type cancer, les maladies cardiovasculaires et tout le reste. Et après, sur l'axe des abscisses, vous avez ici la proportion euh,
de haut diplôme dans le comté. Donc plus elle est élevée, plus ça veut dire que le comté contient des personnes diplômées, grosso modo. Et ici, c'est pour la tranche d'âge 55-64 ans. Voilà. Et alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que je peux trouver une méthode d'arme qui découpe sur cette variable-là et voir l'impact avec et sans prise en compte de la dépendance. Donc, c'est le cas qui est fait ici. À gauche, c'est sur une seule cause, donc indépendante de toutes les autres. Là, ici, la cause infectieuse. Ça m'a découpé sur la variable proportion de diplômés en trois seuils, 34, 26. Et à droite, j'ai la version multicause, donc où j'ai vraiment tenu compte de toutes les causes pour découper cette variable-là. On constate que les seuils sont différents. On a un seuil entre 10 et 20 et un seuil au-delà de 40, ce qui n'est pas du tout des deux seuils proposés dans le premier arbre, qui était pour la cause infectieuse. Donc voilà, c'est un intérêt de prendre en compte la dépendance. On n'est pas on peut aller un peu plus loin dans l'analyse des effets des variables explicatives. Continuons du coup maintenant sur des méthodes alternatives. Donc là, je vais arrêter le multicause pour passer sur le multipopulation. Et avant de présenter le multipopulation, je vais euh, parler du coup du modélisation une seule population, qui est les modèles dits GAPC proposés dans la littérature euh, par du coup euh, Vallès et ses co-auteurs. Et donc, le modèle GAPC, il a une forme très très proche d'un modèle GLM. Donc, il y a toujours une composante aléatoire qui est ici plus restrictive, hein. Il n'y a pas toute la famille exponentielle, c'est binomial ou poisson. On a naturellement une mesure d'exposition. On ne peut pas calculer un taux de mortalité correctement si on ne connaît pas l'exposition associée pour l'âge en question X et l'année T. Et après, il y a toujours cet effet de prédicteur, pas forcément linéaire, pour lier l'espérance de la variable d'intérêt au prédicteur. Donc avec une fonction lien qui est typiquement le log pour la Poisson, par exemple. Donc là, ce qu'on peut proposer, c'est une méthode alternative de ne pas recourir au maximum de vraisemblance, qui peut être coûteux, surtout si on veut le faire euh, du coup pour plusieurs populations. Donc, il y a une expression qui dépend de certaines matrices, Q et R, qui lie le prédicteur euh, à la quantité d'intérêt. Donc, je ne détaillerai pas la forme de ces matrices, mais on peut les écrire. C'est des matrices en plus binaires, très, très souvent creuses, donc qui sont très rapidement calculables. Donc, un exemple sur toujours le modèle M3 où on n'a que trois effets, âge, temps, cohorte. Donc, ce qu'on constate, c'est que la méthode alternative produit des estimations de paramètres strictement équivalents ou quasiment équivalents à la méthode de maximum de vraisemblance, donc qui elle est itérative, hein, qui est un peu plus longue à estimer. Donc ça, c'est pas en soi révolutionnaire, on a juste retombé sur des résultats usuels. L'intérêt, c'est après de l'utiliser sur des modèles un peu plus avancés. Donc les modèles plus avancés, c'est de faire un modèle multipopulation, donc de regarder trois populations. Alors trois populations, c'est au sens très large du terme. Ça peut être homme-femme au sein d'un même pays, ça peut être euh, plusieurs populations liées à des contextes spatiaux, par exemple différentes régions de France, différentes régions de Belgique, etc. Ça peut être plusieurs pays entre eux, etc., etc. Dans l'application proposée, on s'est intéressé à trois pays, France, Italie, Espagne, qui ont des mortalités globalement voisines. Euh, voilà. On s'est toujours intéressé sur une tranche d'âge 50-84 ans, mais en soi, c'est pas une limitation. Ça avait déjà été proposé dans le modèle de Lee Carter et raffiné dans le modèle de Lilly en 2005. Donc l'idée, c'est que le prédicteur, pour le groupe 1, 2, 3, il va être lié à ses propres paramètres. Donc il y a les paramètres alpha x G1, kappa t G1, etc. Et un paramètre commun qui est ici grand KT. Donc, en effet, c'est une première simplification, c'est qu'on choisit que le paramètre commun ne dépende que du temps. Et dans les approches proposées par Lee, l'estimation est complexe et on estime KT dans un premier temps de manière globale et ensuite on s'en sert comme offset dans les estimations sur chacune des sous-populations
avec des problèmes des fois de convergence. Là, on peut directement proposer une estimation de tous les paramètres en une seule fois et de manière explicite, ce qui est du coup particulièrement intéressant. Donc ça, on a mis en avant sur les données donc, de France, Italie, Espagne. Alors, sur les effets d'âge, dans chacun des pays, on voit que c'est globalement voisin entre les points, estimation alternative, et une approximation du vrai MLE, donc qui j'ai appelé two-step, donc en deux étapes. C'est pas le MLE, donc l'estimation de maximum de vraisemblance complète. Donc il y a peu d'effets sur les âges, sur les effets cohortes, donc j'ai appelé gamma. Il y a commence à y avoir des différences entre l'estimation explicite, CFE, et l'estimation de maximum vraisemblance en deux étapes. Euh, voilà, alors plus on est proche de zéro, plus ça a du coup pas d'effet sur le prédicteur linéaire. Donc ce qu'on constate en l'occurrence pour les effets cohortes, c'est qu'il y a quelques effets pour les cohortes anciennes et récentes, mais pas forcément pour celles du coup du milieu de la période d'observation, donc dans les années 40-50. On constate hein, que les effets sont évidemment pas les mêmes suivant le pays étudié, des effets plus importants en Italie euh, qu'ailleurs. Maintenant, si on regarde les effets temporels, on sait que les effets temporels, il y a des effets spécifiques et des effets communs, et un effet commun, le grand KT. Donc, l'allure est similaire hein, entre les deux méthodes d'estimation, mais il y a quand même des différences notables. Et les différences, elles peuvent paraître faibles parce que on passe de moins 3,8 par exemple à moins 4,2. Mais en fait, comme on est en échelle logarithmique, c'est des, euh, des estimations largement différentes in fine quand on retombe sur euh, les probabilités de décès. Et après, sur les effets individuels, ils sont globalement assez proches de zéro. Pour la France et l'Italie, et un peu plus important pour l'Espagne. Mais voilà, en tout cas, ça permet de calibrer finalement un modèle compliqué sur plusieurs populations en une seule fois. Donc c'est quand même particulièrement intéressant. Passons du coup maintenant à la partie conclusion. Donc, les, les travaux proposés par mon ancien doctorant et moi-même nous a permis d'établir des estimateurs explicites dans un cadre général qu'on a ensuite illustré pour différentes lois qui eux-mêmes permettent d'illustrer des modèles de mortalité. En l'occurrence ici, toute cause, multicause et multipopulation. Donc c'est finalement assez général. Il reste encore d'autres étapes à faire pour aller plus loin. La prochaine étape, c'est de proposer des méthodes de sélection de variables, en particulier des méthodes de sélection de variables automatiques, et de vraiment franchir le cap des méthodes d'arbres. La difficulté des méthodes d'arbres, euh, quand on veut sortir du cadre gaussien, qui est les arbres usuels qu'on fait euh, avec des arbres cartes, c'est d'avoir une loi appropriée et souvent la fonction objective qui permet de découper les arbres et de choisir les seuils n'est pas explicite. Et donc, voilà, avec ces estimateurs explicites, on peut espérer avoir quelque chose d'explicite, donc de beaucoup, beaucoup plus rapide quand on veut faire des méthodes d'arbres pour un seul arbre ou quand on veut en faire un ensemble d'arbres comme dans une forêt aléatoire. Voilà, et je termine avec les références de ces différents travaux. Parfait, merci beaucoup Christophe pour cette présentation aussi très, très intéressante. On a pas mal de questions. Peut-être juste avant de lancer les questions, préciser, et Samuel l'a déjà fait sur le chat, mais que tous les slides seront mis en ligne sur le site de l'Institut à partir de la semaine prochaine. Donc vous pourrez avoir accès aux slides. Voilà, je vais peut-être lancer les questions. Je propose que Marie-Pierre et Amina lancent leur caméra aussi, comme ça on peut, on peut tous se voir. Je vais peut-être commencer avec une question pour Marie-Pierre, une question assez intéressante qui demande dans quelle situation on ne peut pas utiliser Maider et EBM.
Oui, merci pour la question. En fait, je pense qu'on peut les utiliser dans pratiquement toutes les situations, mais ils ont une moins bonne performance si on a des interactions d'ordre élevé. Donc, on n'a pas. Des fois, le boosting ou l'apprentissage profond va avoir une meilleure performance qu'un GLM à cause qu'il y a des interactions d'ordre 3 ou 4, des effets vraiment complexes. Puis ça, c'est pas capté ni dans EBM ni dans MEDAR. Ok, très bien. Merci. Je vais peut-être passer une question pour Christophe. Voilà, quel est le gain du modèle multivarié par rapport à l'autre modèle en pourcentage de prédiction? Enfin, je pense que tu as déjà montré des graphes, mais globalement, on peut estimer à quel Euh, aménagement. donc le gain, je pense, c'est un gain en termes de temps de calcul. Donc il y a à la fois, oui, il y a plusieurs types de gains. Donc, en termes de temps de calcul, comme c'est explicite, ça peut être d'un facteur 1 à 10, ça va dépendre des applications. Et en termes d'adéquation du modèle de vraisemblance, voilà, les gains sont modérés, mais quand même importants. En tout cas pour les exemples qu'on traite. Euh, Ce qui est intéressant en termes de temps de calcul, c'est après leur transfert dans un modèle d'arbre de régression, où là, le gain va vraiment être important parce que comme on va vouloir estimer tous les modèles possibles pour tous les seuils possibles, pour toutes les variables de partage possibles, c'est commence à être coûteux si on est long pour une estimation. Ok, très bien, merci. Je vais passer une question pour Amina. Euh, enfin, deux questions, disons. Comment vous abordez au sein de la filière actuariale les aspects pratiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle, en plus des aspects qui sont probablement, enfin, certains aspects qui sont plus théoriques ou méthodologiques? Est-ce qu'il y a enfin, des séances d'exercice, de programmation, etc., qui permettent vraiment de mettre en œuvre ces modèles? Puis une petite question subsidiaire de savoir quelle est la taille de la filière actuariat à Tunis. À Tunis. Alors, en fait, bon, déjà, l'intelligence artificielle, ce sont encore des modèles mathématiques et de la programmation. Donc, on intègre ça dans la formation des actuaires. Donc, ils ont non seulement les outils statistiques, mais aujourd'hui, ils ont des outils de programmation et de modélisation pour l'intelligence artificielle. Après, effectivement, c'est très important d'avoir des cas pratiques. Il y en a de plus en plus. Très souvent, les formateurs, ce sont des professionnels. J'ai évoqué le cas tout à l'heure d'un collègue qui est Aurélien, qui enseigne à la fois à Tunis, à l'ISFA, à Lyon. Et en fait, il lie déjà une expérience professionnelle et de l'enseignement, ce qui fait qu'on est sur des cas très pratiques pour les compagnies d'assurance. Alors, en Tunisie, on nous appelle le petit Dauphine, hein, parce que on a à la fois la partie management, LSO, licence sciences des organisations, et puis la partie MIDO, mathématiques informatiques de la décision et organisation. Donc, je dirais que, et pour la partie mathématiques informatique de la décision, on a commencé par un master en actuariat en tant que premier master. Et on a enchaîné avec un master en Big Data et intelligence artificielle en 2016 et on était aussi first mover sur cette expertise-là. Aujourd'hui, je dirais que l'avantage que nous avons, c'est qu'on a ces deux masters qui fonctionnent en parallèle. Et le fait d'avoir l'actuariat d'un côté, l'intelligence artificielle et le big data de l'autre côté, d'ailleurs, c'est un master qui change de nom. Ça ne sera pas Big Data et intelligence artificielle à partir de l'année prochaine. Ça sera intelligence artificielle, données et agents. On fait évoluer les choses. Fait que on avance très rapidement avec beaucoup comment dire, avec beaucoup de parallèles et beaucoup de points en commun entre l'actuariat et l'intelligence artificielle. Et quand je dis en parallèle, c'est parce que quand on organise des hackathons, généralement, on travaille avec les étudiants actuaires et les étudiants du master intelligence artificielle. Quand on a des professionnels qui viennent pour le master intelligence artificielle, ils sont aussi intéressants pour l'actuariat aussi. Voilà. C'est très important. C'est on taille et on taille et puis
son importance intellectuelle aussi. Parfait, super. Ben, merci beaucoup pour ces explications complémentaires. Il y a encore pas mal de questions, donc je vais continuer avec une question pour Marie-Pierre. Comment prendre en compte l'équité dans le choix du modèle le plus performant? Oui, c'est une bonne question. Il y a tout un pan de recherche en ce moment qui se pose la question comment on fait pour avoir des modèles qui sont équitables. Quand les modèles sont opaques, c'est vraiment difficile de voir ce qui se passe, fait que ça ouvre cette porte-là vers la question qu'est-ce qu'un modèle équitable? Euh, il y a trois dimensions qu'on peut voir comme l'équité actuarielle qui serait est-ce que notre modèle est bien précis sur les différentes classes? Est-ce que le modèle fait de la discrimination par proxy sur une variable qui serait protégée, par exemple, si l'ethnicité ou le genre dans certaines juridictions, c'est interdit de discriminer sur ces variables-là. Mais avec d'autres variables explicatives, on peut essayer de deviner, le modèle peut essayer de trouver, d'utiliser les corrélations puis les associations entre les variables qui sont disponibles puis la variable protégée. Euh, il va y avoir de la discrimination indirecte, donc par proxy. Puis il y a une autre perspective qui serait, ben, est-ce que les modèles, en fait, prennent des décisions basées sur la causalité ou si c'est vraiment juste, pardon, sur la solidarité, où on voudrait avoir les primes moyennes, par exemple, égales dans différents groupes protégés. Euh, mais donc, il y a différentes perspectives. Si on veut se concentrer sur des modèles qui sont les plus performants, parce que c'était ça la question, ben, les modèles les plus performants, ce seraient ceux qui vont être les plus actuariellement équitables, puis on va aller vers des modèles qui sont opaques, performants, mais c'est au détriment des autres dimensions. Donc, je dirais qu'il faut essayer de considérer les différentes perspectives. C'est ça, c'est une métrique complémentaire, l'équité, dans l'évaluation de la pertinence d'un modèle, en plus de la performance purement, technique, disons. Donc, Exact. ok, parfait. Bah, oui, c'est tout un sujet. Je sais que enfin, que c'est un sujet de prédilection pour toi aussi, hein. J'avais suivi une présentation à Bruxelles que tu avais fait. Donc, oui, bon, c'est peut-être un sujet pour un prochain colloque. Euh, parfait. Donc, on va continuer dans les questions. Je reviens avec une question pour Christophe. Je pense que tu en as déjà parlé, mais peut-être préciser dans quel modèle se positionne le modèle de Lee Carter par rapport à ce que tu as présenté. Oui, donc en effet, le modèle de Lee Carter en 1992, donc il utilise comme prédicteur un effet purement d'âge et après un effet croisé multiplicatif âge et temps. Et donc celui-là, il rentre dans la famille des modèles GLM multivariés, mais il ne possède pas d'estimation explicite, donc on ne peut pas particulièrement l'accélérer de ce point de vue-là. Euh, donc, par contre, ce qu'on peut espérer, c'est proposer éventuellement des extensions, du coup, à certains cas particuliers. Enfin, voilà, dans certains cas, mais voilà, on peut, pour le coup, le Lee Carter usuel possède pas une structure particulière de sa matrice de design qui fait qu'on peut estimer explicitement l'estimation. Et pour faire le lien avec un article qui est proposé dans le fil de discussion, je n'ai pas regardé le modèle de Huang de 2021 qui est proposé. Voilà. Ok, très bien, merci. Tu as répondu en effet à deux questions d'un coup, c'est bien. Il y avait une question assez précise pour Marie-Pierre concernant un de ces slides où il y avait un graphe et la question était sur l'interprétation de l'axe des ordonnées. Je Ben, sais en pas. fait, ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si je repartagerai pas l'affaire, c'est que ce graphique-là était sur l'échelle logarithmique. Donc, il faut prendre exponentielle Ah de ouais. moins 5,5 qui donne autour de 0,004, là. Puis c'est la fréquence qui est très, très, très faible dans les données. Donc, c'est sur l'échelle log. Ok, c'est ça. Parfait.
Euh, ok, super. Moi, j'avais aussi une question encore pour toi, Marie-Pierre. Donc, tu as présenté les partial dependence plot, hein, qui sont un outil intéressant d'interprétation, mais comme tu l'as d'ailleurs bien mentionné, quand on a des variables qui sont corrélées, hein, typiquement l'âge et l'expérience de conduite, ben, c'est vrai que ça fonctionne pas très bien. Est-ce qu'il y a des alternatives qui peuvent être utilisés qui prennent un peu mieux en compte ces effets de corrélation entre les variables. Ben, on peut regarder les courbes ICE, Individual Conditional Expectation, qui est, au lieu de faire la moyenne, on va y aller pour chacune des observations. Mais ça, donc on a un ensemble de courbes à regarder. Donc, c'est une alternative, mais je dirais que c'est pas une alternative parfaite parce que c'est plus complexe à interpréter quand on a un ensemble de courbes. Euh, mais c'est quand même, ça permet de, de, de clarifier un peu là, la question des interactions puis des problèmes là, qui pourraient être liés à l'extrapolation. Mm. Mhm. Puis il y a Ok. d'autres outils aussi. Il y en a toutes sortes, là. Je pense qu'il y a les Accumulated Local Effects aussi. Il y en a plusieurs, là, Oui, c'est des ça. alternatives. Mplot aussi, donc qui vont se focaliser sur une partie seulement de la base de données avec des observations qui sont déjà proches de celles qu'on veut Mm. estimer, quoi. Donc, par exemple, Mhm. pour l'âge de 22, ben, on prend les âges qui sont proches de 22 plutôt que toute la base de données. Donc, ça, c'est un autre. Ok, très bien. J'avais encore une question pour Christophe. Est-ce que les méthodes que tu as présentées sont aussi applicables dans d'autres contextes, par exemple en assurance non-vie? Oui, tout à fait. Comme c'est un cadre finalement assez général des MGLM qui repose sur la famille exponentielle, ça peut largement en effet s'appliquer à d'autres domaines, en particulier l'assurance auto, etc. Il faut juste utiliser la loi appropriée et les fonctions liens usuelles. Tout à fait, c'est pas encore. Alors sur les, les lois, enfin l'application en fréquence des sinistralités auto. Donc, dans un précédent article avec mes co-auteurs du Mans, on a appliqué ces estimations explicites. Donc je peux renvoyer aussi déjà aussi à cet article. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce qu'on peut utiliser d'autres lois? Enfin, donc il y a une question de Emma qui demande si avec les MGLM, on peut utiliser aussi une loi gamma ou une 3D. Oui, tout à fait. Bah, pour la loi Gamma, c'est une loi. Alors, ça dépend si on cherche à régresser les deux paramètres, mais en tout cas, si on en régresse un seul, on retombe dans un cas très classique. Et si on est dans le cas où on veut régresser les deux paramètres, donc le paramètre de moyenne et de forme, du coup, là, ça rentre bien dans le cas de MGLM et c'est quelque chose qui peut être fait. C'est pas pour le coup nécessairement tout de suite accessible dans les logiciels parce que c'est encore des trop récent, mais en tout cas, ça ne fait que tarder. Ça ne fera pas tarder, j'en suis sûr. Et pour la loi Tweedy, je pense que c'est possible, mais j'ai pas regardé en détail parce que la Tweedy, c'est une loi à support, enfin, une loi mixte, donc qui mélange une masse en zéro et Mhm. une partie à densité. Donc, il y a certaines spécificités. Je pense que ça repose sur ça peut en rentrer dans le cadre, mais pour le coup, je n'ai pas fait la vérification. Ok, ça va, merci. Euh, voilà, je reviens à une question pour Marie-Pierre, hein, switcher un peu. Euh, donc, enfin, à mon avis, il y a peut-être une petite mécompréhension, ou peut-être tu peux clarifier, mais je pose la question telle quelle. Comment comparer le pouvoir explicatif d'un Maider versus Shapley? Euh, Euh, En fait, le MEDAR s'appelle surrogate, mais pour moi, c'est pas un surrogate. Le but de MEDAR, c'est pas nécessairement d'expliquer le modèle boîte noire, mais plutôt de le remplacer. Euh, Fait que quand je voulais comparer le chapelet du modèle boîte noire versus l'explication de la prévision pour MEDAR, ce que je veux dire, c'est que en mettant en production un modèle qui est transparent, on peut directement voir comment la prévision est obtenue à partir des variables explicatives, alors que qu'en utilisant le modèle boîte noire directement, on aurait dû avoir recours à un outil, par exemple, les valeurs de chapelet.
Mais en comparant les deux, ça nous permet de voir que notre modèle MEDAR, qui est une espèce d'approximation de notre modèle boîte noire, si on a des explications qui sont semblables avec les valeurs de Shapley du modèle boîte noire, ben, on a quand même bien réussi à capter les effets là, qui étaient là dans le modèle opaque. Ouais, tout à fait. Et alors moi j'avais aussi une question par rapport aux interactions dans le modèle MEDER. Donc évidemment, si on a beaucoup de variables explicatives, tester toutes les interactions possibles entre toutes les variables, ça peut potentiellement prendre beaucoup de temps, en particulier si la base de données a une certaine taille. Comment est-ce que les interactions sont choisies? Est-ce qu'il y a d'abord une sorte de pré-analyse pour identifier, je sais pas, via Edge statistique ou quelque chose comme ça, les interactions les plus pertinentes et on va uniquement tester celles qui sont plus pertinentes ou alors on teste vraiment tout. Oui, non, c'est exactement ça. En fait, pour contrainte de temps, j'ai coupé un peu sur les interactions, là, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on utilise la statistique H de Friedman qui euh, quantifie la force des différentes interactions. Mhm. Donc, on calcule ça basé sur le modèle opaque, euh, ce qui est quand même computationnellement demandant, là. Ça demande du temps de calculer ces statistiques-là pour chacune des paires. Puis, on choisit les interactions les plus fortes selon cette statistique-là, et c'est ceux-là qui vont être passés dans le processus pour avoir la segmentation des interactions aussi. Donc, le choix du seuil de coupure sur duquel les interactions sont considérées dans le modèle, c'est un autre hyperparamètre là, à choix à sélectionner. Ok, super, ben, merci pour cette précision. Il y a une question qui est générale, je ne sais pas si elle est adressée à une personne en particulier. Donc, est-ce que les modèles de réseaux de neurones artificiels ont fait leur preuve dans la détection des patterns de corrélation entre les variables modélisées en finance ou en actuariat? Et est-ce qu'on peut les utiliser aussi dans le cadre de modèles actuariels? Voilà, je ne sais pas si Marie-Pierre ou Christophe ou Amina, il y en a un de vous qui a un input par rapport à ça. Sur la partie utilisation, il y a un certain nombre d'articles de Mario Wüthrich où ils utilisent des sorties de GLM dans les prédicteurs des modèles GLM et avec des performances tout à fait respectables. Donc pour le coup, je vous renvoie à sa page et il y a un certain nombre de présentations ou même d'outils de génération. Et aussi, un autre utilisation possible, c'est de proposer des générations de données synthétiques, ce qui est aussi proposé sur la page de Mario Wüthrich. Je suis d'accord, il y a vraiment beaucoup de littérature sur ce sujet-là, comment s'intégrer. Moi, ce que j'aime dire, c'est que là, on s'en va vers des modèles encore plus opaques si on va dans cette direction-là. Puis il existe un très bon article qui s'appelle Deep Learning is not all you need. C'est-à-dire que quand on a des données tabulaires, comme en actuariat, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a des variables explicatives, puis une variable à prédire qu'on peut représenter sous forme tabulaire. Avec des données tabulaires, le boosting est quand même très, très, très performant. Donc, il n'y a pas grand-chose à gagner à aller plus loin vers des modèles encore plus complexes. Euh, mais bien sûr, quand on a des images, des données télématiques, là, ça devient intéressant d'aller vers les modèles davantage profonds. Oui, c'est aussi mon conseil, c'est que si on veut commencer avec des modèles machine learning, je pense que c'est pas utile d'aller directement vers les réseaux de neurones, mais plutôt des modèles de type boosting ou arbre, enfin forêt aléatoire ou ce genre de choses. C'est plus facile à utiliser et il y a aussi beaucoup d'outils d'interprétation qui sont utiles, comme tu l'as montré d'ailleurs. Parfait, bah, je pense qu'on arrive plus ou moins au bout. Merci encore à tous les trois pour ces présentations vraiment très intéressantes et qui ont généré beaucoup de questions, donc c'est très chouette. Je crois que je vais laisser le mot de la fin à Samuel. Oui, merci, madame, merci à vos intervenants de ce soir. Donc, on arrive au terme de cette semaine de conférences exceptionnelle. Et c'est avec une grande émotion que je prends la parole pour conclure ce cinquième colloque international de l'actuariat francophone. Donc, je suis Samuel Sivy. Pour ceux qui n'étaient pas là à la deuxième soirée, je suis délégué général de l'Institut des actuaires.
Et d'abord, au nom de l'Association actuarielle internationale et des instituts belges, béninois, camerounais, canadiens, guinéens, ivoiriens, libanais, luxembourgeois, marocains, sénégalais, suisses, togolais, tunisiens et français, je souhaite remercier chaleureusement tous les intervenants qui sont venus cette semaine et qui ont accepté de partager leur expertise et leur recherche avec nous. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants qui ont été plus d'un millier à nous rejoindre tout au long de cette semaine. Votre présence nombreuse et votre engagement actif dans les débats témoignent de la vitalité de notre communauté et de votre soif d'apprentissage. Cette semaine aura démontré, s'il en était encore besoin, l'extraordinaire diversité de nos domaines d'expertise. Nous avons navigué entre l'intelligence artificielle, les risques climatiques, la réassurance et les nouvelles approches actuarielles, aux questions aussi sociétales et géopolitiques. Cette richesse thématique reflète parfaitement la pluralité et la complexité des défis auxquels notre profession doit faire face dans un monde en constante évolution. Cette diversité n'est pas seulement un atout, elle est une nécessité. Elle nous permet d'aborder les questions complexes sous des angles multiples, de croiser les regards et les méthodes. Alors que nous séparons, emportons avec nous les connaissances acquises et l'esprit de collaboration qui anime nos journées. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour la 6e édition du colloque. Et d'ici là, sur tous les événements de nos associations respectives, vive l'actuariat francophone. Merci et bonne soirée.